Bonjour, je ne sais pas si vous m'entendez. Parfait. Alors, pour la petite histoire, je travaille dans un CRA, le Centre Ressources Autisme de Nord-Pas-de-Calais. Je ne sais pas si vous connaissez les CRA. On fait d'autres choses que du diagnostic. Il y a toute une équipe qui accompagne et qui accueille des familles, des personnes et pour ma part des entreprises pour répondre, en tout cas essayer de répondre à leurs questions. Alors, je travaille dans le domaine de l'autisme depuis 2009 et sur le champ de l'autisme et insertion professionnelle depuis 2014 environ. Alors, je suis un petit peu un sort de dinosaure dans ce milieu-là. Il n'y a pas beaucoup de personnes dans les centres ressources autisme qui s'attaquent à cette question. Je ne sais pas pourquoi, on pense qu'à un moment donné, les adultes ils vont se débrouiller par eux-mêmes, qu'une fois tout le processus d'apprentissage pendant l'enfance va porter ses fruits une fois que la barre de 18 ans passe et qu'ils vont être autonomes aussi dans le domaine de l'emploi. Donc, avec mes collègues qui sont là aussi, on travaille chacun dans notre petite paroisse. Donc, pour ma part, je coordonne une petite équipe sur cette mission-là, qui est portée sur les deux CRA de la région, Nord-Pas-de-Calais et Picardie. Et puis, petit à petit, il y a d'autres CRA qui viennent nous joindre dans cette aventure-là. Voici mes deux collègues de Normandie. Qui travaillent aussi sur cette question de l'insertion professionnelle et de l'emploi plus généralement. Et puis, comment dire, comme Madame Verzat, on est un petit peu solitaire dans ce métier. Voilà, dans nos équipes, on a des éducateurs, des assistants sociaux, des psychologues, des psychiatres, etc. Tout ce côté-là de l'évaluation et du diagnostic. Et puis, sur le domaine de l'emploi, vraiment, c'est une sorte de nouveauté, hein, un petit peu, on défriche un petit peu les choses. Et on est assez solitaire. L'autre chance, c'est que les CRA ils sont organisés en mode groupement national. Donc, de temps en temps, on a l'occasion de se voir. Et puis, lors d'une rencontre inter-CRA en 2000, je ne sais même plus, 17, 16, je ne sais plus, on s'est vu dans la salle, on s'est reconnus entre professionnels qui commençaient à travailler sur cette thématique. Et puis on a échangé et on avait fait le même constat, chacune dans notre région, c'est qu'il nous manquait, nous, en tant que professionnels des CRA, des outils adaptés à un autre public qu'on n'avait pas du tout l'habitude, c'est-à-dire les entreprises, que ce soit les employeurs du privé ou du public. On avait l'habitude, en tant que professionnel des CRA, d'aller dans les écoles, les crèches, les IME, les CESAD, voilà, tout ce écosystème-là. Et puis, une fois qu'on est allé en dehors de ça, dans un autre monde qui est le monde de l'entreprise, d'un seul coup, on s'est rendu compte que voilà, il y avait un truc, ça passait pas. Pourtant, on présentait les mêmes personnes, bien évidemment plus grandes, adultes, mais avec les mêmes talents et avec les mêmes compétences et avec les mêmes difficultés. Et on s'est dit, on a fait ce constat-là qu'il y avait quelque chose qui bloquait et on s'est posé des questions. Peut-être c'est de notre côté aussi. Et en effet, l'hypothèse a été bien évidemment validée. C'est une question de vocabulaire et de langage. On ne parlait pas la même langue. Bon, pour moi, c'est un peu facile. On voit bien qu'on ne parle pas la même langue, pas tout le temps. Mais vraiment, il y a une question de posture et de vocabulaire. Et de là, c'est parti. Tiens, qu'est-ce qu'on peut faire? Voilà, on est rentré dans cette aventure qui est le KitCom à propos d'autisme, qui n'est pas autre chose qu'un autre outil de sensibilisation des entreprises à l'autisme. Alors, il y en a plein. Nous, dans notre travail au CRA, on est un petit peu la plaque tournante, on va dire. On brasse beaucoup d'informations, on connaît beaucoup de dispositifs, on essaie de connaître tout ce qui se passe au niveau national et international au niveau de cette thématique-là. On s'appuie sur nos collègues documentalistes et puis tout ce qui est réseau. Donc, on utilise déjà, par exemple, hier, il y avait une personne du Handisup, le guide Simon, qu'on utilisait également dans les sensibilisations. Nous-mêmes, on avait créé des petites flyers, voilà. Et puis, on s'est dit, on a quand même besoin d'un truc un peu plus, comment dire, pro,
que des cartes de visite fait maison et découpées à la hache. Et donc, on est parti sur un outil de sensibilisation qui est assez classique, je vais vous le présenter, mais qui nous aide, voilà, c'est notre béquille aussi quand on va dans des gros groupes ou dans des petites PME, d'avoir quand même une posture un petit peu adaptée à cet environnement-là. Alors, je ne sais pas, je pense que vous avez été présent hier à la présentation de M. Grimal de Puget, qui, lui, ses travaux portent sur un moment très précis au niveau justement du parcours, comme vous l'avez bien présenté, d'intégration dans l'emploi. C'est le moment plutôt du recrutement. Alors, bien évidemment, c'est un processus assez long. Pour certains, ça prend beaucoup de temps. On n'arrive pas comme ça, tiens, j'ai un entretien d'embauche. Bien évidemment, on est beaucoup dans cette question-là d'orientation et j'aimerais publiquement présenter mon admiration pour votre travail. Ça nous aide beaucoup. On n'a pas beaucoup de travaux et des écrits sur tout ce qui est orientation professionnelle. On est vraiment en manque de tout ça. Donc ce processus d'intégration, c'est vraiment un processus. Et là, notre outil de sensibilisation à l'autisme, ça cible vraiment le temps de la sensibilisation en entreprise. C'est le temps où on va se déplacer dans les lieux futurs où la personne avec autisme va travailler. Alors, juste pour les schémas, si on se place cette fois-ci pas du côté de la personne avec autisme, pas du côté de la personne, mais du côté de l'entreprise et des employeurs en général, sachez que il y a tout un processus aussi de leur côté pour arriver à l'intégration d'un salarié, d'un nouveau collaborateur de façon générale. Alors, voilà, on passe par toutes ces étapes-là. Déjà, il faut qu'il y ait un besoin, d'accord ? On ne va pas recruter pour regarder les étoiles. Il faut qu'il y ait un besoin de main-d'œuvre dans l'entreprise. Il faut que ce besoin-là soit exprimé. Ils vont passer par l'étape de la rédaction de l'annonce, avec plus ou moins d'outils d'adaptabilité aussi pour que ça soit plus inclusif. Ils vont le publier. Là, il y a tout un système où on va publier, sur quelle plateforme, et avec quel partenaire on va travailler pour publier notre annonce de recrutement. Ils vont passer sur l'étape de l'étude des candidatures. Il y a une étape qu'on appelle la préqualification téléphonique. Ça veut dire qu'habituellement, ce qui se fait actuellement, c'est qu'on appelle d'abord les personnes. Et vous voyez déjà là un petit warning qui s'allume. On sait très bien que les personnes avec autisme au téléphone, voilà, c'est pas le moment où ils sont les plus communicatifs et qui vont savoir se vendre finalement le mieux. Et puis, il va y avoir toute une série d'entretiens, ça dépend des entreprises, avec le futur manager, avec la RH, avec toutes ces choses-là. Des fois, ils intègrent dans ce processus de recrutement, mais ce n'est pas du tout la généralité, des tests ou des mises en situation. Et puis, il va y avoir la rédaction du contrat, si la candidature est acceptée. Et puis, il va y avoir pour certains un parcours d'intégration digne de son nom, sur une semaine, 2 semaines, 1 mois, avec des temps bien spécifiques. Alors, quand est-ce qu'on va faire cette sensibilisation, d'après vous ? C'est une question. Pas d'avis ? Alors, nous, on est très open. Dès qu'une entreprise émet le souhait d'inclure une personne avec TSA, on s'active, on saute sur l'occasion. Alors, bien évidemment, je distingue très bien les sensibilisations faites en prévention. Par exemple, il y a des entreprises qui souhaitent, par exemple, lors de la Semaine européenne de l'emploi des personnes avec handicap, faire une sensibilisation à leurs collaborateurs sur des thématiques. Donc ça, c'est des temps un petit peu particuliers. Mais si on se place du côté du moment du recrutement, ça dépend. On va s'adapter à eux. Donc, en général, c'est
quand ils ont déjà la personne et ils savent que la personne avec autisme va intégrer leurs équipes. Mais des fois, ils nous contactent, même si on n'est pas du tout pour l'emploi autisme, ils nous contactent des fois pour justement les aider à construire un programme de recrutement adapté. Et donc là, on va pouvoir aller sensibiliser un maximum de personnes aussi en amont. Des fois, c'est dans la semaine d'intégration, des fois, c'est 2 semaines, 1 mois après. Il n'y a pas de règles spécifiques. Dans le job coaching, de toute façon, on a des principes et après, on va s'adapter au maximum à l'environnement. Voilà. Donc, la sensibilisation à n'importe quel moment sur ce processus-là. Et puis, ce n'est pas parce qu'on a fait une sensibilisation que tout est gagné, hein. La sensibilisation, c'est un outil on va dire, dans le processus. Et des fois, on doit retourner parce que les collègues, ils ont bougé, ou parce qu'il y a eu un déménagement, ou parce que, voilà, c'est pas une fois et puis c'est fini. Alors, je reviens un petit peu au KidCom à propos d'autisme. On était 3 créateurs. Je parlais de mes collègues, justement, je ne les ai pas cités, c'est le CRA d'Alsace. Et donc, un de leurs partenaires qui intervient sur l'Alsace aussi, qui porte les labels Cap Emploi. On a travaillé sur ce projet parce que, voilà, il y avait ce manque d'outils. Toujours dans l'optique de cibler vraiment très finement les employeurs publics et privés. Et on l'a ouvert aussi à ce qu'on appelle les autres acteurs de l'insertion professionnelle, parce que finalement, il y a tellement un manque de connaissances que c'est utile pour tout le monde. Ça peut être l'AGFIP, même si c'est politique handicap, l'autisme, c'est pas très connu. Ça peut être ce qu'on appelle le SPE. Ça va? Non? Le service public de l'emploi, donc tout ce qui est mission locale, Cap Emploi, etc. On l'a ouvert un petit peu, mais on reste quand même avec cette visée d'employeur. Et puis, c'est une création, donc c'est un outil protégé au niveau de l'INPI. Et puis, comme ça demande beaucoup de temps quand même, on a passé le relais au GNCRA pour tout ce qui est déploiement. Je vais vous en parler tout à l'heure. Il y a des financements publics et privés. Donc, qu'est-ce que c'est concrètement? Il y a 4 outils, 2 numériques et 2, on va dire, papier. Un PowerPoint, une plaquette, parce que, voilà, service CRA. Pour ma part, je suis plutôt du côté médico-social. Ma collègue d'Alsace, plutôt service hospitalier. On n'avait même pas de carte de visite, pas de plaquette, rien du tout. Donc, on a dû essayer de pallier à tout ça. Un petit jeu qu'on appelle la boîte découverte, et puis un court-métrage, et on a fait appel à notre collègue, Joseph Chovanec. Alors, le PowerPoint, c'est vraiment très classique parce que on a des fois l'occasion de présenter, on a une salle, on a un vidéoprojecteur, et donc on a créé des slides très simples. En fait, l'idée, c'est de simplifier, je ne vais pas dire vulgariser, mais de simplifier au maximum les concepts, parce que les salariés, les employeurs ne connaissent pas tout ce qui est... On va pas parler fonction exécutive, par exemple. On ne va pas utiliser des gros mots comme ça. On a tout simplifié, on a tout retraduit. Donc, c'est tout simplement un slide qu'on utilise quand on a la possibilité de projeter. La plaquette, la voilà, c'est une plaquette tout simple où on a essayé de regarder et de présenter les choses du bon côté, bien évidemment. L'idée, c'est de ne pas les faire peur aux employeurs, d'accord, donner la chance déjà d'ouvrir le dialogue. Donc, on a pointé plutôt les points forts, les aides qu'ils peuvent avoir, etc. Et les rassurer au maximum en disant, voilà, on est là, si besoin. Le troisième outil qui fait partie de cette, on va dire, mallette un petit peu virtuelle de KidCom, c'est la boîte découverte. J'ai envie de dire, c'est celle qui marche le mieux.
Pourquoi? Parce que déjà, c'est une sensibilisation qu'on propose, on peut la proposer sur 1 heure et quart, ce qui est pas mal pour des entreprises qui doivent libérer leurs collaborateurs sur un temps assez court. Et en fait, pourquoi ça marche bien? C'est parce qu'on ne fait pas appel à des... Vous savez, dans les théories de l'apprentissage, on ne fait pas appel à des notions trop abstraites. On va faire plutôt appel à des émotions. Et l'idée, c'est que les personnes qui sont sensibilisées avec cet outil-là, ils rentrent un petit peu dans la peau et dans la tête d'une personne avec TSA. Ça veut dire qu'on est, d'une certaine façon, un peu maltraitant avec les personnes qu'on sensibilise. On va les mettre en difficulté de façon volontaire, tout dans un cadre structuré et bienveillant, bien évidemment. Et puis, vous avez un court-métrage. Des fois, on a la possibilité pour illustrer les propos, on a la possibilité de projeter habituellement des petites séquences en fonction de la thématique désirée par l'employeur. Par exemple, c'est plutôt côté recrutement. Voilà, on va passer plutôt la séquence sur les talents. Si c'est du côté de la motivation, on va passer plutôt cette séquence-là. Voilà, c'est une vidéo que vous trouvez facilement sur Internet, sur nos sites Internet. Alors, bien évidemment, on a créé cet outil pour nous en tant que professionnels de CRA. Et dès le départ, on s'est dit, c'est bien, ça va nous aider dans notre travail, mais ça serait bien aussi d'être dans une approche de partage et mutualiser les outils, parce qu'il n'y a pas 36 000 non plus. Et donc, on la met à disposition, sur certaines conditions, bien évidemment, à tous les autres CRA déjà, pardon, et à toutes les autres structures d'accompagnement. Par exemple, Cap Emploi, un dispositif d'emploi accompagné, un CESAD Pro. Voilà, ce sont des structures publiques qui développent aussi des actions d'appui dans l'emploi. Donc, on a souhaité depuis le départ d'ouvrir et donner cette possibilité-là pour ceux qui le souhaitent. En 2025, on a des nouvelles perspectives d'ouverture. Pourquoi pas ouvrir cette possibilité d'utilisation à d'autres types de structures un peu moins habituelles. Voilà, on est en cours de travaux pour ça. On assure tout ce qui est SAV. Ça veut dire qu'on forme les personnes. Bon, former, c'est très grand, mais on propose des journées pour découvrir l'outil, pour le tester. Et puis, on va passer notre savoir à nos collègues, aux futurs utilisateurs. Et on répond aux questions. Parce que ce sont pas des outils qu'on va mettre sur un stand et un libre service, ça sert à rien. On a des plaquettes, il y a des brochures, des flyers, il y a tout ça. Ce qui nous intéresse, nous, dans cet outil, c'est l'animation et l'approche pédagogique qu'on va proposer. Parce qu'on va essayer toujours de s'adapter au groupe qu'on a devant nous. C'est pour des groupes de 20 personnes, en général, maximum. Et on va partir de là où ils en sont, sur les émotions, sur les notions qui apparaissent. Voilà. On va essayer toujours de s'ancrer vraiment dans le moment présent, le moment de la sensibilisation. Pour l'instant, je n'ai pas fait la modification. Sachez qu'on est avant CRA engagé dans cette démarche-là. Vous avez la liste et puis les mauvais élèves, ils se reconnaîtront, n'est-ce pas? C'est très chouette parce que déjà, ça nous aide, nous, en tant que professionnels de CRA, à nouer des partenariats aussi avec nos partenaires locaux. Ça nous aide de multiples façons, en fait, en dehors de simples outils de sensibilisation. Et puis, l'idée, c'est que dans chaque région, il y a le chef de file, donc le CRA de la région, qui peuvent délivrer des sensibilisations avec cet outil. Donc, n'hésitez pas, si vous êtes intéressé, de vous rapprocher de votre CRA. Alors, pour ma part,
Quelques données au niveau de Hauts-de-France. Je viens, donc, comme je disais, de CRA du Nord-Pas-de-Calais. Et on intervient sur toute la région de France. Alors, on a commencé tout doucement en 2018. Vous avez le nombre de personnes sensibilisées et le nombre d'actions de sensibilisation. C'est important aussi le nombre d'actions parce qu'on va, encore une fois, on est très réactif. On va se déplacer même pour une sensibilisation de 4 personnes. D'accord ? Pour des groupes allant jusqu'à 20, mais même pour des petits groupes. Donc, ce qui nous fait quand même des déplacements et des heures quand même assez importants. Vous voyez, dans les années Covid, ça a eu un petit... et puis en 2022, je ne sais pas pourquoi, il y a eu beaucoup de sensibilisation, des demandes. Voilà, on s'adapte vraiment à la demande. Et puis en termes de public, même si on l'ouvre aux employeurs, des fois, on a des surprises. Des fois, il y a tout ce qui est éducation nationale, université. Vous voyez, le médico-social adulte, donc ça va être plutôt des SAMSA, des CESAD, pro, des ESAT aussi. Maintenant, vous savez, il y a des conseillers d'insertion, chargés d'insertion de plus en plus dans les ESAT. Sanitaire, hein, pas trop. Quelques organismes de formation. On a sensibilisé aussi nos instances de décision, AGFIP, MDPH, ARS, etc. Les acteurs de l'insertion professionnelle, finalement, en tout cas dans notre région, ça se passe plutôt comme ça. Et puis, vous voyez une grosse partie employeur public au privé. Quelques étudiants, par-ci, par-là. Quelques familles. Et puis, des personnes avec TSA elles-mêmes qui, au niveau du questionnaire, à la fin, ils sont déclarés comme tels. Alors, pour les coordonnées, vous avez ici les coordonnées. Vous avez sur Internet aussi la liste des référents dans chaque région. Vous pouvez vous rapprocher d'eux. On est un petit réseau, on travaille ensemble. Et puis, on reste à votre disposition, si besoin. Merci à vous.